Bonjour. Merci d'abord à Monsieur le Président et à l'ensemble de l'Union de m'avoir invité pour vous parler d'une question qui, sans doute, a déjà été abordée une centaine de fois si on prend les 20 dernières années en matière de droit contractuel, les clauses pénales, les frais de mise en demeure, les intérêts. Et sur les intérêts, on pourrait consacrer des heures. Dominique Mougenot s'est d'ailleurs souvent posé la question dans certains écrits. À la différence des interventions précédentes, je vais vous parler d'une matière plus ancienne. Ce que je viens de dire en témoigne. Mais d'une matière plus ancienne qui montre que les lois, leur interprétation, la manière dont elles rentrent dans le tissu économique et dans le tissu judiciaire, le moins que l'on puisse dire, c'est que cela prend du temps. Cela prend du temps et il faut encore aujourd'hui constater que dans ce domaine, il règne encore une certaine imprécision, il y a des doutes et il y a surtout un nombre incalculable, et vous en êtes les témoins, de dispositions contractuelles qui méconnaissent les lois. Et nonobstant cette méconnaissance avérée, constatée, de temps en temps sanctionnée, elle subsiste, et je suis toujours effaré quand je constate que des entreprises reproduisent, sans doute par facilité, des conditions générales qui ne sont plus valables au regard des dispositions dont je vais tenter de vous entretenir. Alors, la question de la clause pénale et des intérêts doit sans doute être contextualisée dans un cadre économique et un cadre de justice distributive. Dans un cadre économique, et c'est sans doute un des fondements de la réforme qui a été introduite par la loi Pot-pourri 1 et dont il sera question après, une économie doit offrir aux entreprises, et c'est le B2B, doit offrir aux entreprises des systèmes simplifiés, efficaces, permettant de récupérer rapidement des créances impayées. Ça paraît tout à fait justifié, et lorsque la loi a été adoptée, on ne l'a pas assez souligné, mais c'était là l'idée qu'à l'égard notamment des entreprises qui viennent de l'extérieur, la Belgique puisse offrir un mécanisme allégé. C'est une chose, mais tout ne peut être sacrifié au niveau de l'efficacité économique. L'efficacité économique est une chose tout à fait digne d'intérêt, mais il faut également que ce soit juste. Que ce soit juste et que dans les matières où il y a des déséquilibres économiques, et notamment le B2C, la loi, le juge, soit là pour précisément corriger un déséquilibre, parce que nous avons un souci d'égalité, todikaion, nous devons assurer une justice dans laquelle, effectivement, celui qui est la partie faible peut néanmoins être protégé. Et toute la question aujourd'hui de la pénalité des intérêts conventionnels s'inscrit dans cette double lecture de ce qui était auparavant la liberté. On pourrait imaginer que la liberté contractuelle existe, mais on a estimé à un moment qu'il fallait encadrer cette liberté contractuelle, il fallait la limiter par des législations particulières. Et je vais ici en évoquer quelques-unes, non pas en faire l'inventaire comme dans le texte écrit provisoire qui vous a été remis, en évoquer quelques-unes, vous rendre sensible à l'égard de vos mandants, parce que ce sont vos mandants, comme le dit la loi de décembre 2002, les sous-jacents, l'expression n'est pas très heureuse, mais c'est la loi, les sous-jacents, c'est eux qui doivent effectivement adapter les contrats, et vous avez à la marge parfois une certaine responsabilité. L'intervention d'un tiers peut évidemment avoir un impact sur la pénalité, et j'en parlerai brièvement également. Donc, vous devez, et c'est le sens de mon intervention, vous les huissiers et nous, les avocats, et les juges, nous devons lancer des messages forts pour que ce que, depuis plusieurs années, je rappelle que les réflexions sur la clause abusive dont je vais vous entretenir remontent à une directive d'avril 1993, donc on est quand même dans des matières beaucoup plus anciennes, toutes ces réflexions doivent encore entrer dans ce fameux tissu économique, dans ce tissu judiciaire, et les avocats ont également une responsabilité en la matière. Alors, si schématiquement on prend la situation actuelle, vous verrez qu'il y a 4 situations auxquelles vos sous-jacents, pour les appeler ainsi,
sont confrontés. Votre sous-jacent est une entreprise, son débiteur est un consommateur. Le créancier et le débiteur sont tous deux des entreprises, ce sera largement abordé dans l'exposé suivant, le B2B. Le créancier est un consommateur et le débiteur est une entreprise, et le lien évidemment doit être fait avec la première hypothèse, et enfin, ils sont tous deux des consommateurs. Je vais tenter d'illustrer ces quelques hypothèses par le rôle de ces lois qui sont des carcans à la liberté contractuelle, tel que le Code civil le prévoit, et tel que ce Code civil, en projet, qui a été adopté par le Conseil des ministres, le maintient avec des dispositions sur lesquelles je reviendrai, qui ne portent pas préjudice aux lois particulières dont il sera question dans ma brève communication, mais qui néanmoins lui-même recadre, refaçonne le contrôle des pénalités dans la vision que les rédacteurs de ce nouveau Code civil, dans sa partie obligation, article 5.91, ont retenu et que le Conseil des ministres vient de retenir également. Alors, première hypothèse, sans doute la plus importante, parce que vous êtes confronté à cette situation, le B2C. Alors, le B2C, le Code de droit économique est précisément cette loi qui encadre la liberté contractuelle et qui l'encadre en prévoyant deux choses qu'on, je pense, on méconnaît encore. Il faut constater que l'on interdit des clauses qui déterminent un montant d'une indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations et sans prévoir la réciprocité, une indemnité du même ordre, là où il y a une obligation de payer, sanctionnée par une pénalité, ce qui est souvent le cas, l'obligation de faire dans le chef du professionnel, de l'entreprise, doit être également compensée lorsqu'elle subit un retard d'inexécution compensé par une clause. Et très honnêtement, aujourd'hui encore, il y a des manquements patents à cette disposition de l'article 6 en chiffres romains 83 du Code de droit économique pour les entreprises. Et vous le savez, le Code de droit économique s'applique également aux titulaires de profession libérale et c'est une disposition donc, qui trouve également donc, un champ d'application particulier pour les professions libérales. Et autre exigence du Code de droit économique, fixer des montants de dommages et intérêts qui sont réclamés en cas d'inexécution qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice subi, susceptible d'être subi par l'entreprise. Alors, j'ai toujours cru et j'ai toujours défendu que ces dispositions, dans le contentieux de masse, appelaient à une analyse économique. Une analyse économique de ce que représentait précisément l'inexécution d'une créance pour pouvoir en tout cas répondre à l'exigence du Code de droit économique. Quel est le volume des créances impayées? Quelle est la masse de personnel qui est éventuellement pour les grandes entreprises affectées à cela? Et dans d'autres entreprises, quel est le coût moyen de l'inexécution pour que l'on puisse avoir ce que j'appelle une justice qui permet de rencontrer une certaine égalité de traitement. Et le juge doit faire cet examen, l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise. Vous verrez que lorsque je ferai écho aux dispositions du nouveau Code civil en projet, on retrouve des critères un peu différents et qui montrent que ces analyses doivent être faites. Alors, vous savez que la commission des clauses abusives s'est prononcée sur la notion de réciprocité et d'équivalence à plusieurs occasions, pour tenter, notamment dans un avis qu'elle a remis le 14 juillet 2016, pour tenter de démontrer ce qui est exigé par les conditions générales de votre sous-jacent. Alors, vous verrez qu'aujourd'hui, les décisions, de temps en temps, apparaissent en disant « mais écoutez, ça ne va pas ». Vous me demandez, dans le cadre d'une décision, de me prononcer sur des indemnités, mais j'ai beau fouiller, j'ai beau inspecter le contrat, je ne trouve pas la réciprocité et je ne trouve pas non plus le caractère manifestement correct de l'indemnité par rapport au préjudice susceptible d'être subi par le créancier de la clause pénale. La question principale, et elle sera abordée également par la suite sur le plan plus procédural, c'est que le régime B2C amène à une sanction radicale qui est l'annulation.
on efface du contrat, on efface par conséquent de la prétention que l'on vient formuler devant le juge, la base contractuelle, puisqu'elle ne correspond pas à la loi particulière. Alors, c'est un pouvoir important, et dans un arrêt de la Cour du 30 mai 2013, et les arrêts de la Cour que souvent nos sous-jacents ne lisent pas en disant c'est un peu compliqué, c'est faux. Les arrêts de la Cour de justice sont des modèles pédagogiques de présentation d'un droit qui n'est pas le nôtre dans bien des cas. Et quand vous êtes amené à les lire, vous dites mais bon sang, mais c'est sûr, c'est la même chose chez nous. Et dans cette affaire du 30 mai 2013, c'est une société de logement professionnel, une entreprise, qui va réclamer devant une juridiction hollandaise des montants de loyers impayés. Alors vous verrez qu'on est aux Pays-Bas et on sait qu'aux Pays-Bas, 1 euro, c'est 1 euro. Il y a 5 700 € de loyers impayés. Et le premier juge, le rechtbank de Alkmaar, va condamner, sans trop se soucier, comme souvent on le fait encore aujourd'hui, à payer des pénalités de 4 525 € pour non-paiement du loyer. Pas si mal, vous avez 5 365 € d'indemnité. Et puis en plus, il y avait quand même une indexation de loyer qui n'avait pas été payée, et c'était 96 €. Et vous verrez que dans l'exposé de la décision à quo, 3 800 € pour non-paiement d'indexation. Donc on a 5 000 de pénalité, 3 800. Cette société doit bien vivre pendant de nombreuses années si elle a réussi à obtenir tous ces montants devant la juridiction hollandaise. Alors le tribunal, bon voilà, condamne, et il y a appel. Et le Gerechtshof d'Amsterdam va poser des questions préjudicielles à la Cour de justice. Je fais une parenthèse parce que c'est vraiment une de mes obsessions. Le droit communautaire, le droit européen, c'est le droit des gens. Ce n'est pas que le droit des entreprises, ce sont les droits des citoyens européens. Et c'est souvent dans ces décisions qui paraissent parfois anecdotiques que l'on trouve des choses passionnantes. Et en matière de clauses abusives, il y a eu une série d'arrêts qui ont été rendus dans des contentieux dont l'enjeu paraît économiquement très mesuré par rapport à ce que l'on pourrait imaginer être le coût d'un arrêt de la Cour de justice. Et les questions vont être posées. Et la Cour va rendre un arrêt dont le dispositif, et je me permets de vous le lire parce que le dispositif de l'arrêt, c'est un peu ce qui doit être dit aujourd'hui aux magistrats, ce qui doit être dit aux sous-jacents. La directive du 5 avril 1993, transposée, la Belgique a un des plus mauvais taux de transposition des directives européennes avec la Pologne, mais celle-là est correctement transposée. La directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprétée en ce sens que, sous réserve des clauses reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives prévues par le droit national, ce qu'il appartient au juge national de vérifier, elle s'applique, on doit vérifier effectivement cette question, elle s'applique à un contrat de bail. Première question, donc, évidemment, et c'est une activité professionnelle du bailleur. Et ensuite, la directive doit être interprétée en ce sens. Dès lors que le juge national saisi d'une action introduite par un professionnel à l'encontre d'un consommateur portant sur l'exécution d'un contrat, a le pouvoir, on y reviendra, selon les règles de procédure interne, d'examiner d'office la contrariété entre la clause qui sert de base à la demande et les règles nationales d'ordre public, il doit, de la même manière, lorsqu'il a établi que la dite clause entre dans le champ d'application de cette directive, apprécier d'office, ex officio, parce qu'il est juge, le caractère éventuellement abusif de celle-ci au regard des critères édictés par la directive. Dès lors que le juge national a ce pouvoir, même formulation, il doit, après avoir donné, tout est là, la possibilité aux parties d'un débat contradictoire, annuler d'office la clause contractuelle lorsqu'il a constaté le caractère abusif au regard des règles édictées. Donc le B2C, il n'y a pas de place pour la réduction. Il n'y a de place que pour l'annulation, ce qui, évidemment, est un message clair que l'on doit adresser aux entreprises, parce que les risques d'une annulation, sur le plan économique, sont beaucoup plus conséquents que ces risques qui sont liés à une réduction. Et c'est évidemment un des accents essentiels que je voulais mettre en avant dans le cadre de la procédure B2C, d'encadrement de la liberté contractuelle. Alors vous avez, je l'ai dit en guise d'introduction, il y a la question évidemment des tarifs accessoires qui peuvent parfois accompagner
la récupération de ces montants, vous aviez adopté en 2009 une circulaire et vous savez que le Conseil de la concurrence, le 8 décembre 2011, ça a été publié dans Ius et Actores, a constaté que la Chambre nationale avait voulu intervenir dans la détermination des tarifs appliqués par ses membres pour certains services offerts aux créanciers, ce qui était équivalent à une harmonisation ou une coordination de la totalité ou d'une partie du prix pour une activité économique, ce qu'évidemment le droit de la concurrence condamne. Le Conseil a estimé que les activités en question n'entraient pas dans le cadre de la mission légale, c'était donc en dehors des missions habituelles des huissiers, et qu'en outre, les huissiers n'avaient pas reçu de mission légale de fixer les tarifs des activités extrajudiciaires. Cette restriction est une association d'entreprises et par conséquent, elle a été condamnée. Ce qui veut dire que là également, le droit de la concurrence est d'ordre public et les frais qui pourraient être encore réclamés sur cette base, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont réglées et c'était un moment dans la manière dont on envisageait l'encadrement des récupérations de créances qui pouvait penser qu'il y avait une solution, mais elle a été condamnée. Alors, vous verrez dans le texte qu'évidemment, il y a une série de dispositions qui étaient rendues, il y a des décisions qui sont rendues et qui illustrent ce que je viens de vous dire avec l'arrêt de la Cour. Le deuxième thème, c'est le B2B, qui, lui, a été notamment réglé par une loi de 2002 qui transpose également une directive européenne. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir le réflexe quand vous êtes amené à l'égard, et je reviens avec cette expression, je la trouve assez intéressante, mais c'est la loi, les sous-jacents, leur dire attention, la directive contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, quand vous avez une question à vous poser, c'est elle qu'il faut aller voir. Parce que si un jour il y a un problème de contradiction, c'est vers ce droit européen que l'on va remonter. Et je ne peux donc que vous encourager à être particulièrement attentif. Il faut, en termes de ces dispositions, que le caractère raisonnable et transparent de l'indemnisation soit présent dans les conditions qui sont imposées. La grande différence, c'est qu'il n'y a pas de réciprocité. C'est la différence avec le Code de droit économique en la matière. Et il est évident que là également, la Cour est intervenue à plusieurs occasions sur les conséquences de la loi de 2002 sur le pouvoir modérateur du juge en la matière. On est donc dans un système différent, on y reviendra également, de celui que j'ai évoqué. Mais alors la difficulté qui se présente, c'est que vos mandants peuvent, dans certains cas, et ils l'oublient parfois, avoir des conditions générales qui s'appliquent dans une relation B2B et B2C. Il faut donc, à un moment donné, et aujourd'hui c'est d'une simplicité incroyable, avoir deux textes de conditions générales, parce que c'est la loi, c'est une exigence européenne, et c'est d'autant plus important pour les entreprises qui pratiquent et qui offrent des prestations à l'étranger, puisque là, précisément, elles vont se retrouver avec des textes dont la matrice est la même si vous allez produire des produits en France, presser des services en France, j'allais dire au Royaume-Uni, mais ils sont toujours là, vous allez effectivement avoir des textes de base qui sont identiques. Alors, on a ainsi un panorama qui montre la difficulté pour les entreprises de pouvoir s'adapter. Et je vous l'ai dit, et c'est vraiment essentiel, le temps me semble trop long par rapport à ces exigences qui sont des exigences d'équité pour le consommateur et qui sont des exigences de bonne gestion et de saine gestion économique pour l'entreprise. Je ferai l'impasse sur les deux hypothèses suivantes qui sont donc l'hypothèse du situation où le créancier est un consommateur et le débiteur une entreprise, mais on peut faire le renvoi à ce qui a été dit auparavant, notamment sur le caractère réciproque de la clause, et enfin l'hypothèse qui est celle du consommateur au consommateur, donc où il y a effectivement une relation de nature privée, où par essence les lois précitées ne peuvent trouver à s'appliquer. Alors, demain, parce que tout change, et j'essaie de ne pas utiliser ces qualificatifs que le gouvernement utilise parce que je trouve regrettable pour les lois successives qui ont été adoptées 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors voilà, elles existent. Demain, de quoi sera-t-il question? Alors, sous réserve
de modification du droit européen, la réforme la plus importante qui nous est annoncée, c'est la réforme du Code civil, avec un travail remarquable qui a été fait sur le plan scientifique. Les 3 livres qui ont été déposés sont vraiment des exercices complets. On peut quand même regretter, et en tout cas l'Ordre communautaire des avocats, avocat.be, l'a souligné dans les observations, mais n'a pas été entendu, que des réformes aussi importantes que le Code civil, dont on nous dit qu'il est effectivement un des fondements de la société, ne feront sans doute que l'objet d'un débat très limité sur le plan parlementaire. Il y a eu une appropriation par le savoir d'une question de société qui, dans la majorité des hypothèses, est assez bien, voire très bien exprimée, mais la question du Code civil, c'est d'abord un acte politique, le Code civil, et ceci est une remarque qui me paraît importante de faire, de dire que le Code civil appartient aux citoyens, et les citoyens, ils ont des représentants au sein des assemblées, et c'est vraiment un acte important que de voir modifier un texte adopté en 1804, même s'il y a eu de nombreuses modifications qui ont été adoptées depuis lors. Alors, l'article 5.91, je terminerai sur cette question, qui sera peut-être demain également d'application, et qui concerne de nouveau un encadrement de la liberté contractuelle, dit « Les parties peuvent convenir à l'avance qu'en cas d'inexécution imputable, le débiteur est tenu, à titre de réparation, au paiement d'un montant forfaitaire ou à la fourniture d'une prestation déterminée. Dans ce cas, il ne peut être alloué à l'autre partie une réparation plus élevée ni plus basse. Toutefois, si la clause indemnitaire est manifestement déraisonnable, et je vous l'ai dit, on retrouve ici un écho autrement formulé à des questions de contrôle qui sont liées à l'appréciation que le juge doit faire, le juge la réduit d'office ou à la demande du débiteur, compte tenu du dommage et de toutes les autres circonstances, en particulier des intérêts légitimes du créancier. On voit que le champ d'investigation que l'on ouvre ici paraît un peu plus large et qu'il y aura donc des paramètres d'ajustement, notamment quels sont les intérêts légitimes du créancier et de toutes les circonstances, ce qui évidemment permet de rentrer dans une appréciation qui tient compte de la situation difficile éventuelle du débiteur. En cas de réduction, le juge ne peut condamner le débiteur à une réparation inférieure, ça c'est la limite qui est assignée au magistrat demain, et c'est celle que vous devez indiquer à vos mandants. Il y aura toujours une garantie, il y aura une limite dans le Code civil, le montant raisonnable. C'est la raison qui l'emporte. Alors on sait que le juge est rationnel, en tout cas on peut le souhaiter, on sait que le législateur est guidé par l'intérêt général, et l'intérêt général et la raison peuvent se confondre, et l'on voit ici qu'il faut donc un montant raisonnable. La question qui se pose, et je l'ai signalé au début de mes observations, c'est que l'appréciation de la raison, du caractère raisonnable, c'est aussi le lieu d'expression de la subjectivité de celui qui contrôle. Si nous voulons que cette justice, celle que nous souhaitons demain, soit une justice transparente, une justice équitable, on ne peut se contenter de formules par trop rapides. Il faut des formules qui expliquent nos citoyens, vos clients, ceux à qui vous signifiez des actes, vos mandants, toutes et tous demandent savoir pourquoi. Pourquoi est-ce raisonnable? Pourquoi est-ce déraisonnable? Et c'est sans doute le plus grand travail que je crois ceux qui appliquent les lois doivent faire. C'est ce travail de communication, ce travail didactique, à partir du moment où le législateur, et on peut le comprendre, utilise des formules telles que celle-ci, il faut donc que vous, huissiers de justice, les magistrats, les avocats, puissions être les interprètes de ces critères et des interprètes transparents. Je vous remercie.